Dans cet épisode, nous allons notamment aborder ce qu'est l'index glycémique et globalement, plus l'index glycémique est élevé, moins bon c'est pour notre santé. Or, il y a des professionnels aujourd'hui qui ont pris conscience de l'importance de bien manger pour notre santé et c'est le cas en particulier d'une pâtisserie que j'ai découverte il y a quelques temps qui s'appelle les Belles Envies. Cette pâtisserie propose d'ailleurs aussi des plats salés qui permettent avant tout de se faire plaisir avec un index glycémique le plus bas possible et tout cela sous couvert en plus d'un médecin diabétologue. Alors si vous aussi, vous avez envie d'oublier le sucre mais pas vos envies, vous pouvez vous rendre en boutique à Paris ou vous faire livrer dans toute la France métropolitaine. Je suis Jean-François, un curieux, et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Cette citation de l'avocat et gastronome français Jean-Anthelme Brillat-Savarin date du XVIIIe siècle et n'a jamais été autant d'actualité. Ce que nous mettons dans nos assiettes est en effet assez révélateur de qui nous sommes et du statut socio-économique auquel nous appartenons. Mais notre alimentation conditionne aussi grandement notre état de santé. Et c'est pour cela que nous allons aborder le sujet aujourd'hui avec le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, en quoi, pour un professionnel de santé, la nutrition est-elle si importante ? Alors la nutrition, c'est primordial puisque ça rentre dans le cadre de la prise en charge globale du patient et elle joue donc un rôle important dans la santé de la population, notamment pour éviter les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc on aborde vraiment la nutrition dans le cadre du mode de vie, couplé à l'activité physique et au degré de sédentarité. Alors, est-ce que nous avons forcément besoin de 3 repas par jour ? Alors effectivement, il est recommandé de manger 3 à 4 repas par jour avec éventuellement une petite collation l'après-midi si vous avez faim. Mhm. Maintenant, s'il y a un repas où vous n'avez pas faim, évidemment, ne vous forcez pas. Certaines personnes n'aiment pas, par exemple, prendre de petit déjeuner. À partir du moment où ce n'est pas à cause d'un dîner la veille trop copieux ou pris trop tardivement, il n'y a aucun souci. Alors, toujours sur la consommation, est-il vraiment important de respecter le fameux 5 fruits et légumes par jour ? Alors, je dirais même plus, c'est au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est pour retenir en tout cas qu'il faut en manger le plus possible, en privilégiant quand même les légumes aux fruits pour ne pas trop surcharger en sucre. Voilà. Après, chacun fait de son mieux en fonction aussi de ses goûts et de ses possibilités, hein, surtout. Voilà. En tout cas, les fruits et légumes sont vraiment importants pour les apports en fibres, en vitamines, en minéraux. Ils permettent une meilleure glycémie, un meilleur transit, une meilleure absorption aussi des graisses et du sucre. Voilà, donc c'est vraiment important dans son alimentation. Alors, est-il vrai qu'il y a du bon, j'ouvre les guillemets, hein, je referme les guillemets, il y a du bon et du mauvais gras ou est-ce que c'est la dose qui fait le poison ? Alors effectivement, plusieurs types de gras et il y en a un qui doit être privilégié par rapport aux autres. C'est donc le bon gras, Mhm. qui est en fait, ce sont les acides gras insaturés qui sont en fait protecteurs contre certaines maladies cardiovasculaires et qui sont excellents pour notre métabolisme de manière générale, notamment cérébral. C'est le cas des oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras type hareng, sardines, saumon. Et puis, donc, tous les oméga 3, 6, 9 de manière générale qu'on retrouve aussi dans les huiles végétales, comme l'huile de colza ou l'huile de noix. On a aussi du coup, le mauvais gras, ce sont les acides gras trans et les acides gras saturés qui sont préférés par l'industrie agroalimentaire parce qu'ils sont plus stables Mhm. et plus simples d'emploi, mais malheureusement, ils favorisent le dépôt de plaques d'athérome. Alors, plaques d'athérome qui sont responsables de l'apparition de maladies cardiovasculaires, comme nous l'avions vu dans l'épisode 3. Tout à fait. Et donc, ces acides gras, ce mauvais gras, on va le retrouver notamment dans les produits industriels, dans les viennoiseries, les pâtes à pizza, les pâtes à tartiner, les biscuits, etc. Dans les produits d'origine animale aussi, notamment dans les laitages qui ne sont pas écrémés ou les viandes de ruminants comme le bœuf, ou encore dans les huiles qu'on va chauffer à haute température. Le premier repas de la journée est en principe le petit déjeuner. En France, il est classiquement composé de viennoiseries, de tartines avec du beurre, de la confiture, composé aussi de jus d'orange avec du café. Est-ce que c'est une bonne façon de démarrer sa journée du coup ? Alors,
j'ai déjà partiellement répondu avec les viennoiseries. Déjà, c'est évidemment à éviter, en tout cas tous les matins. Le beurre en petite quantité si possible. La confiture, on peut, mais en prenant vraiment la moins sucrée Mhm. possible. Le jus d'orange, en revanche, c'est vraiment à éviter, sauf si c'est une orange que vous avez pressée vous-même. Mais il vaut mieux carrément manger le fruit. Alors du coup, est-ce qu'il faut privilégier d'autres alternatives? Oui, tout à fait. Alors l'idéal, ça serait un petit déjeuner équilibré avec donc quand même un fruit frais, mais non pressé, idéalement pour retenir vraiment toutes les fibres et les vitamines. Un laitage, des céréales type par exemple le muesli ou céréales complètes sans sucre ajouté, ou alors du pain complet, du pain nordique, en tout cas avec une mie noire. On peut aussi rajouter des protéines comme des œufs, quelques oléagineux comme une poignée de noix, et puis prendre une boisson la moins sucrée possible, thé, café, etc. En parlant justement d'alimentation sucrée, qu'est-ce que tu recommandes dans la matière? Alors, il faut savoir que de toute façon, notre organisme a besoin de glucides. Alors, il y a les glucides simples, à savoir les sucres rapides, et les glucides complexes, type amidon, qu'on appelle aussi sucre lent. Hmm. Et ces glucides, ils sont aussi catégorisés en fonction de leur index glycémique. Plus ils vont avoir un index glycémique élevé, plus le taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement. Ce qui va entraîner une sécrétion d'insuline qui va vouloir stocker ce sucre sous forme de glycogène. Or, ce stock est limité et à partir d'un moment, le sucre va être transformé en graisse, ce qu'on va vouloir éviter pour ne pas prendre de poids, pour éviter le diabète de type 2, la fatigue, etc. Mhm. Donc pour vraiment limiter ce phénomène, je vous conseille notamment les légumineuses, les céréales complètes ou le riz blanc, certains fruits comme les pommes, le kiwi, le chocolat noir, bien sûr. Et puis, quand vous préparez vos aliments, évitez de les surcuire, notamment les féculents. Rajoutez le plus de fibres possible avec des protéines, des lipides. Mhm. Et puis, surtout, éviter les sucres cachés. Voilà, dans les sauces industrielles type ketchup, les plats préparés, le pain de mie industriel, les charcuteries, les crèmes dessert ou encore les boissons sucrées. Surtout que le sucre a un fort pouvoir addictif. Alors, toujours sur la question du sucre, l'alternative pourrait être d'utiliser ce que j'appellerais du faux sucre, entre guillemets, comme les édulcorants. Mais bon, il y a des scandales qui éclatent sur l'usage de ces édulcorants. Il se pourrait même du coup que ça soit cancérigène. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Alors les édulcorants, sur le papier, c'est un petit peu la solution magique. Ça nous donne le goût sucré, mais on n'a pas les calories ni le sucre ajouté. Malheureusement, il y a 2 études notamment qui ont été menées par l'INSERM et qui ont été publiées en 2022 qui suggèrent une corrélation entre ces édulcorants et l'apparition de maladies cardiovasculaires et de cancers. Ça a été une grosse étude menée sur plus de 100 000 patients tout de même. Et plus récemment, il y a notamment la Ligue contre le cancer qui a demandé l'interdiction de l'aspartame. C'est un édulcorant artificiel qu'on connaît bien et qui a été classé en 2023 par l'Agence internationale de recherche sur le cancer comme possiblement cancérogène. Voilà, sachez qu'il y a même une pétition qui est en train de circuler dans plus de 11 pays européens. Alors, toujours sur ce sujet, de quoi d'autre devrions-nous nous méfier si nous voulons éviter les produits cancérogènes? Alors, d'abord, augmentez votre consommation de fruits et légumes, hein, comme je l'ai déjà bien dit dans cet épisode, en sachant qu'il y a seulement un peu plus de la moitié des Français qui en mangent au moins 5 par jour. Ça permet aussi de se protéger contre certains cancers digestifs. Essayez de manger moins de charcuterie, moins de viande rouge, évitez le jus de cuisson, les grillades. Réduisez aussi au maximum vos apports en sel, puisque en plus de favoriser les maladies cardiovasculaires, ça peut aussi entraîner certains cancers. Mhm. Et puis aussi, essayez de réduire votre consommation d'alcool, puisqu'on attribue environ 7 à 10% des cancers. Alors, sur ce sujet, on renvoie nos auditeurs vers les épisodes 4 et 8, donc respectivement les épisodes consacrés aux facteurs de risque cardiovasculaire et à l'alcool. Nous étions rentrés en détail sur ces problématiques. Pour continuer, est-ce que tu conseilles les régimes alimentaires? Alors, on va laisser de côté les régimes spécifiques pour les personnes qui sont réellement intolérantes au gluten, au lactose, etc. Si on veut vraiment parler des régimes alimentaires qu'on veut généralement faire pour perdre du poids, ce sont des régimes qui sont souvent très restrictifs, qu'on n'arrive pas à suivre plus de quelques mois et qui entraînent un effet délétère qui est l'effet yo-yo. Mhm. Donc aujourd'hui, on
préfère le terme de rééquilibrage alimentaire. L'objectif, c'est vraiment de transformer votre alimentation sur la durée, avec une alimentation qui sera plus équilibrée, plus variée, en prenant toutes les précautions que j'ai mentionnées précédemment. Et bien sûr, évidemment, il faut l'associer à de l'activité physique pour que ça soit réellement efficace. Comme tout le monde, je fais mes courses au supermarché et j'ai remarqué la démocratisation du Nutri-Score sur les emballages. Personnellement, j'y fais attention et j'évite les produits mal classés, avec les scores D, avec les scores E. Mais peut-on faire confiance au Nutri-Score ? Alors, c'est un sujet très controversé. Il faut savoir que le Nutri-Score a été instauré en France en 2017 pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs. Et ce score, en fait, permet de mieux comprendre les aliments en fonction de leurs bons nutriments, type fibres, légumes, huile d'olive, etc., et de leurs mauvais nutriments qu'il faut limiter le plus possible, acides gras saturés, sucre, sel. Donc, c'est un score qui est utile, mais qu'il faudrait renforcer. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte, par exemple, les additifs, ou encore certaines marques trichent un petit peu en mettant suffisamment de bons nutriments dans un aliment pour compenser en fait la quantité de mauvais nutriments. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans les rayons, notamment de céréales sucrées, avec de très bons Nutri-Score. Donc, ça serait plutôt à renforcer, en sachant que malheureusement, des lobbies insistent pour supprimer ce Nutri-Score, et ça serait vraiment un pas en arrière. Alors, au-delà du Nutri-Score, du coup, est-ce qu'il existe d'autres outils ? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on fait nos courses. Des fois, on a un manque de temps, un manque d'envie, sachant qu'on peut pas se baser forcément uniquement sur le Nutri-Score. Vous avez aussi notamment des applications qui peuvent vous aider pour dépister les mauvais additifs, les colorants, l'impact sur l'environnement, etc. Type Yuka ou Open Food Facts qui peuvent en plus s'utiliser gratuitement. Vous avez aussi des sites qui sont là pour vous aider, notamment mangerbouger.fr qui peut vous donner des idées de recettes avec des fruits et légumes de saison, ou encore Foodwatch qui fait un travail d'enquête formidable sur notre alimentation. Une dernière question, avant de conclure et afin d'ouvrir un peu sur le sujet, tu souhaitais nous parler cette fois-ci des inégalités dans l'assiette. Oui, alors c'est vraiment important d'aborder ce sujet, puisque j'ai bien conscience que toutes les recommandations que je vous donne là sont beaucoup plus simples à appliquer quand on a un budget suffisant. D'autant plus que souvent les petits revenus, les familles nombreuses, etc., sont les plus impactés. Puisque les produits premier prix ne sont pas forcément les plus sains et il y a une forme d'injustice. Donc l'idéal et le moins cher, ce serait de pouvoir cuisiner soi-même, éventuellement de faire du batch cooking, ça veut dire cuisiner vraiment une fois de temps en temps en grande quantité, quand on peut mettre au frigo, voire au congélateur. Et par exemple aussi pour le goûter pour vos enfants, vous pouvez prendre un peu de pain avec du chocolat noir ou de la confiture, ou faire vous-même un gâteau maison qui sera moins sucré et surtout sans additifs pour votre enfant. Il est désormais temps de conclure cet épisode. La nutrition est un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air et qui ne doit absolument plus être négligé. Mangez mieux et votre santé vous en remerciera. Merci beaucoup Diane. Merci Jean-François. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour aborder le sujet de l'autisme. D'ici là, bonne journée à tous et bien entendu, prenez soin de vous.